Salut à tous, la suite avec Groupama FDJ sur PCM 2023. Et là, c'est le Giro que je vous propose dans sa première partie. Je vais le couper en deux. Je vais ici vous montrer ce qui s'est passé sur les étapes 1 à 12. Et puis dans un épisode futur, ce sera 13 à 21. On peut dire que ce Giro, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, arrive derrière un début de saison qui est plutôt flatteur pour nous, hein, avec quelques jolies places, quelques victoires, avec de très gros coureurs qui s'imposent dans les plus belles épreuves, notamment sur les monuments ou sur les classiques. Voilà, on voit Mathieu Van Der Poel sur l'épisode précédent à la Flèche Wallonne. Et maintenant tout reste à faire parce qu'il y a les grands tours et ça n'a pas encore été abordé. Et ce Giro en variant 2023, déjà la première chose qu'on peut se demander, c'est qui participe. Il y a toujours la question de la start list, ce qui va rendre le truc plus ou moins excitant. Alors de notre côté, j'ai annoncé depuis longtemps Thibaut Pinot en leader, avec Rudy Mollard, Quentin Paché en électron libre, équipier un peu de luxe. Il y a quelqu'un qui est protégé, c'est Stefan Kung. Et puis par contre, les quatre autres, Vandenberg, Linnard, Germany et Watson, sont des équipiers. Voilà un peu la manière dont je vois les choses. Il n'est pas dit que Stefan Kung fasse tout le Giro. Je me réserve la possibilité de le retirer à un moment donné. On sait que dans la réalité, il est allé jusqu'à l'étape 9. Et ensuite, il a été retiré. Je pense qu'il y avait quand même vraiment le Tour de France en tête du côté de Marc Madiot. Allez, c'est parti. Donc, première étape, c'est un contre-la-montre d'environ 18 km. Je le dis ou je le dis pas tout de suite? Qui participe? Parce qu'en fait, ça va faire beaucoup dans l'intérêt ou pas de ces deux épisodes-là, le 7 et le 8. Donc celui-ci et le suivant. Beaucoup de choses vont jouer sur qui est là. Alors, déjà, j'ai une mauvaise nouvelle. Remco Evenepoel n'est pas là. Ça veut dire qu'on retrouvera Remco Evenepoel pour un choc des titans avec Pogačar, avec Vingegaard probablement, et sûrement aussi avec Primož Roglič sur le Tour de France. Oui, parce que je le lâche ici, Primož Roglič n'est pas sur ce Giro, donc je suis assez déçu. En même temps, que faire? Il y a une part un petit peu contre laquelle on ne pouvait plus lutter. Je ne pouvais pas, moi, éditer et faire participer Roglič, ni Evenepoel, ni même Geraint Thomas. Donc c'est dommage, on a notre top 3 du récent Giro 2023 qui ne sera pas aligné. Après, on va peut-être pas en faire un drame non plus. Le jeu nous propose Enric Mas, Timen Arensman. On va avoir comme ça un Jean Almeida. Donc il va y avoir vraiment de l'adversité. Même du côté de Jumbo Visma, il va y avoir Sepp Kuss et Steven Kruijswijk. Donc ça va, il y a quand même de la lutte. Et puis vous allez voir que pour Thibaut, on va avoir du boulot. Allez, Stefan Kung, peut-être pour la victoire d'étape, parce que là, par contre, on a de l'espoir avec Stefan Kung. Premier intermédiaire, 12 secondes. Ça n'est pas exceptionnel. On voit que Arensman, notamment, a fait du très très bon boulot. Attention, il y a Ganna qui arrive derrière. Kung, yes, 19 secondes, ouais. Ça reste toujours pas le top du top. On a essayé de gérer notre barre en fait ici, en économisant pour pouvoir accentuer l'effort sur le secteur final. Allez, Kung qui finit fort peut-être. Troisième, il sera, quoi qu'il advienne, battu par Sobrero et Arensman. Mais quelque part, j'ai pas trop de regrets parce qu'il y en avait un qui était au-dessus de tout le monde. C'est Filippo Ganna. Vous voyez, il va remporter ici avec plus d'une vingtaine de secondes d'avance sur Arensman. Donc
Kuhn est à 40 secondes de Ganna. Je crois qu'il n'y avait pas grand-chose à faire sur cette étape 1. Après, c'est pas déshonorant d'être 4e, mais pour le coup, le maillot rose va du côté d'Ineos avec Filippo Ganna. Et puis après, comme ça, on va pouvoir parler aussi un peu de ce Giro 2023. Il y a de très belles équipes. On parlera des sprinters là dans un instant, mais il y a de très belles étapes, sur ce Giro 2023. Mais le plus clairement, elles apparaissent dans la dernière semaine. C'est-à-dire que vous l'avez suivi vraisemblablement comme moi à l'époque. Et j'avais un peu hâte que les choses se décantent dans ce Giro quand je le suivais. Et puis là, ça va être un petit peu le même phénomène. C'est-à-dire que le général, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il se décante énormément dans les 2 premières semaines. C'est pour ça que je vais jusqu'à l'étape 12, parce qu'on sera sur les étapes 13 à 21 dans le Money Time de ce Giro. Et là, par contre, vous verrez qu'il y aura des choses à dire et à faire. Après, attention, peut-être des surprises quand même d'ici à la fin de cet épisode 1 et de l'étape 12. On voit pas mal, je vous ai coupé pas mal de séquences de sprint sur les intermédiaires de cette étape 2. Oui, parce que le plateau de sprinter est quand même assez royal, avec Philipsen, avec Groenewegen. On a de très Bennett, quand même, c'est pas n'importe qui. On a le fameux Italien Jonathan Milan. On a Olaf Koy. On a plein de très bons sprinters qui peuvent venir ici ou là prendre une victoire. Alors on verra, est-ce que Philipsen est vraiment le meilleur sprinter du monde sur ce Giro, dans cette partie-là, dans cette carrière, ou est-ce qu'il va être contesté, voire même battu. Arnaud Delis peut-être, Tim Merlier. Ouais, pour un cheveu, Tim Merlier est battu sur le premier sprint, précisément par Jasper Philipsen, qui s'impose là. Et alors, est-ce que ça augure d'une suite écrasante pour le sprinter belge, ou est-ce qu'au contraire, on va avoir des débats assez équilibrés? Ça, c'est justement un peu l'enjeu de cette vidéo, de cet épisode, pour cette première partie de Giro. Alors, nous, on n'est clairement pas invités, il faut se l'avouer. La Groupama FDJ, avec l'équipe que j'ai alignée là, ne possède pas d'arguments pour ne serait-ce que faire un top 10 sur un sprint. On en est presque là. Par contre, dès que c'est un peu accidenté, là on voit une étape dont la fin est vallonnée, avec 213 km. Là, peut-être qu'on peut jouer un petit rôle. Alors, l'ordinateur nous met Matthews favori, voire même Arnaud Delis. Bon, on va voir, on va observer ça. Qui va rouler? Est-ce que Ineos va contrôler comme on l'aperçoit dès le début d'étape ici? Est-ce que ce final permet vraiment de faire des différences? Qui va se retrouver avec le plus de punch à la fin? Bon on va pas se raconter d'histoire. D'abord, sprint intermédiaire, il y a 12 points à chaque fois à donner, mais là ce sont les échappés qui ont pris le plus clair des points. Néanmoins, Philipsen solidifie. Déjà une petite tendance, en tout cas ça se bat vraiment pour le maillot cyclamen. Après, j'avoue que je profitais aussi de ce Giro pour regarder un peu le comportement des uns, des autres, me poser vraiment des questions sur le recrutement. C'est un peu un test. En fait, je pense qu'il faudra aller jusqu'à la fin de ce Tour de France. Ça tombe bien puisque le marché ouvre le 1er août. Il faudra aller à la fin de ce Tour de France pour avoir une meilleure idée de qui doit venir combler des vides, si on en a, des manques, ou si justement il n'y a pas une redistribution des rôles qui peut se faire. Pourquoi je dis ça? C'est parce que Arnaud Démare va nous quitter, Thibaut Pinot va partir à la retraite. On a également quelques équipiers comme ça qui vont partir, que ce soit à la retraite comme la Danius, ou bien dans une autre équipe peut-être, comme
Torer, on verra. On verra si je laisse partir ou pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une véritable revue d'effectifs là qui va se faire entre le Giro, Dauphiné, Tour de Suisse, Tour de France pour vraiment faire des choix. Et puis je regarde aussi du côté des coureurs qui vont être en fin de contrat et donc recrutables. Je vous avais déjà parlé de Jonathan Milan que je regardais, qui pourrait correspondre à un besoin de sprinter et en même temps, et qui est italien en plus, alors qu'il y a le sponsor qui nous demande des Italiens, parce qu'on n'a pas assez de coureurs remarquables, on n'en a presque pas d'ailleurs, sur le territoire en question. Allez, on va reparler de tout ça après. Mollard qui emmène Pinot et Kung sur la toute fin de cette difficulté en 2 temps. Et objectif, c'est voilà, de faire casser ce peloton pour peut-être faire perdre du temps à certains qui n'auraient pas été vigilants. Donc voilà un petit peu ce qui m'animait. Mais regardez, de cassure, il n'y aura pas réellement. Même si Rudy Mollard tente sa chance. On sait jamais, hein, des fois comme ça, une petite attaque. Et finalement, tout le monde se regarde. Et Rudy va chercher l'étape. Ça peut être jouable. Le sponsor ne veut, entre guillemets, que une victoire d'étape sur ce Tour d'Italie. Allez, on va sprinter avec Thibaut. C'est pas souvent que je le fais. Mais là, pour le coup, non. On n'était pas invité. Et regardez, c'est Quinten Hermans qui va s'imposer. Voilà. De fort jolie manière. Devant Walter et Dylan Teuns. Donc en fait, ça termine un petit peu comme on s'en doutait. Avec quelqu'un qui s'impose, ou en tout cas c'était un trio un peu qui s'est détaché ici devant Benjamin Thomas, qui avait plus de punch en cette fin d'étape. Ils ont dû s'économiser, ils ont dû sortir également au bon moment. Derrière, les favoris n'ont pas trop bougé. Et donc victoire encore pour Alpecin de Koenig. Ça en fait 2 sur 3. Vous allez voir que c'est peut-être pas terminé. Suspense. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au classement général, peu de choses ont bougé. Thibaut a toujours du retard, mais au final, il n'est pas très mal situé par rapport aux principaux favoris que sont Mas, Almeida, Arensman. Je n'ai pas mentionné Ciccone, Creswake, je l'ai dit, Sepkus. Voilà, il y a comme ça des coureurs que Thibaut peut regarder en se demandant si oui ou non on a de l'avance ou du retard après le premier contre-la-montre, sachant que des contre-la-montre, il va y en avoir 3 en tout. Hein. Donc pas gagné l'histoire. Pas gagné du tout pour le général. Je suis patient, ouais, je suis patient sur cette étape 4. J'aurais pu partir en échappée, bien évidemment, mais j'estime que on a besoin de toutes nos forces. Et puis on est seulement en début de Giro, c'est l'étape 4. Je constate s'il y a bien une différence avec des PCM précédents, c'est qu'avant, on pouvait faire rouler tout le monde et épuiser tous nos équipiers sans être réellement impacté. Sur le long terme, on l'était un petit peu par la fatigue, mais on l'était pas énorme. Et au final, ça me manquait un peu de réalisme. Et je trouve que le fait que là, les coureurs puissent réellement s'épuiser et arriver à une forme assez médiocre, voire très médiocre, très mauvaise, même dans les extrêmes de fin de grand tour, ouais, ben ça, je trouve ça très bien. Ça oblige un petit peu à compter ses efforts. En tout cas, voilà, c'est ce que je ressens. Est-ce que vous ressentez la même chose? Dites-le. Est-ce que vous aussi, vous avez l'impression que la fatigue accumulée joue un plus grand rôle? La question est ouverte. Hein. Moi, j'ai l'impression que oui, et je suis super content. Par contre, peut-être que ce n'est qu'une petite coïncidence dans ce que je joue moi. En tout cas, j'essaie d'économiser les types. Voilà, c'est pour expliquer ça. J'essaie d'économiser même mes équipiers parce que on n'aura pas la possibilité de faire rouler tout le monde tout le temps. Et en l'occurrence,
Watson ainsi que Lennard sont souvent utilisés comme protecteurs de plaine. Germany et Vandenberg vont souvent être parmi les premiers protecteurs lorsqu'il y a des difficultés. Et puis là, on s'intéresse à la fin de cette étape-là, dans laquelle l'échappée va être reprise. Il y a quelques velléités là. On voit Ciccone qui sort. Ah, bien. On a un des favoris en tout cas, qui se découvre. Arensman qui suit. On a également Jumbo-Visma qui prend la roue de l'ami Ciccone. Ganna qui s'accroche à son maillot rose. Et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Ciccone va être repris ou est-ce qu'il va maintenir cet effort-là? En tout cas, nous, on est un peu en retrait. Mais regardez, on va pas avoir non plus trop de mal. Masque est sorti également. Bien. On s'accroche avec notre petit 75 en vallon, avec Thibaut Pinot. Et honnêtement, déjà, si j'arrive à ne pas perdre de temps sur la majeure partie des favoris, ce sera déjà une bonne opération. On n'était pas réellement sur notre terrain. Thibaut, il a besoin que ce soit de la montagne et plutôt des ascensions plus longues. Allez, on va essayer juste d'attraper une roue. Voilà, ici, ça ira. Et dans la foulée, ça va sprinter. Ciccone s'impose très nettement. Mas n'a pas eu la même accélération. Et Arensman, non, est battu. C'est Kruijswijk qui fait 3 là-dessus. Vous voyez là, ça s'est dévoilé. Ciccone, Mas, Kruijswijk, Arensman. On voit quand même Emmanuel Buchmann, Jack Haig, John Almeida, Sepkus. Vous avez là en fait vraiment les très gros protagonistes de ce Giro. Sergio Higuita qui arrive un petit peu plus loin, mais vous verrez qu'à un moment donné, il va jouer son rôle. Le grimpeur colombien. Et Ciccone donc qui s'impose pour une très jolie victoire de Lidl Trek. Ok. Nous, on subit pas grand chose. On perd quoi? 19 plus 10. On perd 29 secondes sur Ciccone. On en perd un peu moins sur Mas. Bon, l'opération n'est pas dramatique. Remontée spectaculaire au classement pour de nombreux favoris du général. Et c'est pas fini. Vous voyez, de fraîcheur, déjà, on est tombé à très bon pour la moitié et bon pour l'autre moitié des coureurs. Ça prouve bien qu'en n'ayant pas fait grand-chose, on a déjà de la fraîcheur qui disparaît pour nos coureurs. L'étape 5, elle est pas super passionnante quand on aligne l'équipe qu'on aligne, puisque ça va essentiellement se jouer au sprint. Voilà, ça sprinte même pour quelques points ici. Philipsen qui consolide le cyclamen. Nous, on va me dire, ouais, mais pourquoi t'emmènes cette équipe-là? Pourquoi t'as pas pris Paul Penouet, lancé par Jake Stewart, que sais-je? Non, mais non, en fait, c'était pas comme ça que c'était prévu. J'avais prévu d'honorer Pinot, essayer de jouer un petit accessite au général, ainsi qu'une victoire d'étape pour cette dernière saison. Donc on n'avait pas forcément la marge pour emmener un sprinter par-dessus le marché, et surtout le train qui va avec. Donc ça, c'est déjà une ébauche de... Ouais, Jacobsen et Bennett ne s'étaient pas relevés tout de suite, mais ils se sont relevés ensuite. Ça, c'est une ébauche de ce que j'ai pensé pour la suite aussi, quoi. C'est-à-dire que je pense que ce Paul Penouet qu'on a dans l'effectif, et qui est un vrai talent prometteur, doit peut-être avoir sa chance, et plus ça va et plus je me rétracte sur le cas de Jonathan Milan. Voilà, j'ai avancé. C'était pas forcément évident parce que le coureur était tentant. Oh là là, Philipsen qui s'impose devant Sam Bennett et Arnaud Delis. Olaf Koy vient faire 4. Tiens, on a aussi Mark Cavendish qui est présent sur ce Giro. Gerben Tyson aussi peut être dans les accessites à des moments. Vous verrez qu'il est capable de nous
faire un petit podium de temps en temps, mais bon, là, la hiérarchie est relativement respectée ici. Philipsen, donc, seul au monde. 3 victoires sur 5 pour Alpecin de Koenig à ce stade-là. Ils ont eu raison de changer d'équipe de Koenig, hein, parce que il gagne plus que Soudal Quickstep. Jean Almeida, tiens, qui remonte. Mas également. C'est juste parce que De La Cruz et Marc Hirschi ont eu des petits soucis sur cette étape-là. Et encore une étape à suivre, la 6, Napoli, là, qui devrait se jouer au sprint. Voilà, surprise du jour. On attend un sprint et on aura un sprint. Moi je ronge un peu mon frein, je me dis, te fatigue pas surtout. Fatigue personne, ça sert à rien. C'est pas pour aller chercher des points de deuxième catégorie pour un hypothétique maillot Azzurro. Moi à ce stade-là, l'Azzurro, je vais pas le chercher sur ces étapes-là. On va laisser Eolo Kometa avec Baïs et autres coureurs de ce style-là qui n'ont pas d'ambition au général s'en occuper. Mais moi, je peux pas courir tous les lièvres à la fois. Hein. J'ai quand même suis rendu compte, si vous voulez, en jouant ce Giro, que l'équipe que j'avais alignée était pas très forte. Et du coup, j'ai revu un peu mes ambitions à la baisse en termes de participation pour animer les étapes, quoi. Je me suis rendu compte que j'étais pas du tout en capacité de faire de lancer systématiquement des gens dans l'échappée sous peine de le payer. J'ai vraiment peur de tout gâcher pour Pinot, en fait, en faisant ça. Allez, l'échappée a encore un peu d'avance, mais ce qu'on va surtout observer ici, c'est une cassure assez spectaculaire en cette fin d'étape, puisque il n'y a plus qu'environ 80 coureurs qui sont concernés par la victoire d'étape, et derrière ça a bien cassé. Est-ce qu'il va y avoir des conséquences au général? Parce qu'on verra juste après, mais pas tellement en fait. Tiens, Jack Haig qui roule. Pour qui est-ce qu'il roule? Eh bien, vous l'avez deviné, pour son sprinter. Allez, Philipsen, Groenewegen et Milan qui vient compléter ici le podium. Ok, un peu désorganisé quand même, hein, le sprint là de cette étape 6. Hein, parce que ça manquait d'équipiers. Au final, c'était moins structuré que sur d'autres étapes où il y a même déjà une difficulté à se frayer un passage pour arriver à peut-être entrevoir la possibilité de se mêler pour un top 10, quoi. En tout cas, Philipsen très largement au-dessus. On a eu 6 étapes. Il y a 4 victoires pour Alpecin de Koenig. Voyons, on va compter. Au général, pas de changement majeur, si ce n'est tous ceux qui ont subi des cassures. Vous voyez que ça permet à Thibaut Pinot de se retrouver à 2 minutes 11 de Filippo Ganna et en 12e position. Ah, enfin, étape 7. Enfin, on peut peut-être attendre quelque chose. Mas, Kuss, Almeida, Arensman, Higuita, Ciccone, avec peut-être Woods plus en embuscade. Voici donc les favoris du jour, avec Thibaut Pinot qui peut peut-être aussi jouer sa partition. Hein. On n'en sait rien, hein, dans le final. Là, il y a une difficulté qui n'est pas très longue sur la toute fin, mais qui est un véritable mur. Hein. Donc il y a quelque chose. Est-ce que Ganna gardera sa Malea Rosa? C'est tout l'enjeu ici. Il y a pas mal de points. Tout de suite là, 15, 12, machin truc. Oui, c'est 15 sur les sprints intermédiaires. Je dis une bêtise tout à l'heure. Je parlais de 12 points. À chaque fois, il y a quand même pas mal de points en jeu. Donc c'est assez cool. Ça anime un peu les étapes. Les sprinters, en tout cas, s'y mettent. Tout en sachant quand même que Philipsen,
il est pas sympa parce qu'il est en train de nous tordre le suspense pour le cyclamen là. Hein. Donc Philipsen, si tu pouvais laisser un peu 2-3 victoires aux autres, parce que là, tu as une très très grosse avance au classement par points. Allez, on va attaquer la fin d'étape. Normalement, les sprinters, on ne les verra plus. Je protège tout le monde, vous voyez. Je protège Thibaut, Quentin, Stéphane et Rudy. Tout le monde est protégé ici. Après, on va faire sauter les protections au fur et à mesure et espérer que Kung, Paché, Mollard puissent, en fin de compte, aider Thibaut Pinot. Donc là, j'ai utilisé cette manière-là de protéger les gens. Sur celle-là, vous voyez Watson qui lâche, Linard qui est proche de lâcher. Voilà, hop, on bascule derrière Thibaut. Parce que si je ne fais pas ça, Kung va rétrograder. Il servira plus à rien. Parce que rien qu'en faisant un éventuel effort de soutien à Pinot plus tard, il va se vider rien que pour rattraper Pinot. Donc j'ai pas le choix. Soit je le garde dans la roue, soit je l'utilise même peut-être comme protecteur. Peu importe, là c'est Germany qui termine un peu son taf de protection. Allez, ça sort un peu là, mais il y a beaucoup de kilomètres jusqu'à l'arrivée. Oh là là, ça sert à rien de s'exciter. Il y a David Delacruz qui est sorti. On a pris une légère cassure, mais il n'y a vraiment pas de quoi s'affoler. Voilà, on va rentrer. On va surtout essayer de rentrer paisiblement. Voilà, c'est la seule chose que j'espère. On se met à l'avant. Il y a Ciccone, il y a Mas, il y a Arensman. Il y a tous les meilleurs. Attention peut-être à Honoré, qui a peut-être des velléités. Non, ça va. Bourman peut-être. En tout cas, le mur final fait peur. Et du coup, ça temporise relativement là dans ce passage. Une quarantaine de coureurs. Et finalement, assez peu d'offensifs, ça y est peut-être. Voilà. Bourman qui a suivi son coéquipier Higuita. On cherche à y aller à 2 du côté de la Bora Hansgrohe. Ce sera vite repris. Parce que c'était pas le meilleur moment pour attaquer. Il y a pas mal de vent. On notera le vent gauche-droite ici. Peut-être même légèrement 3/4 gauche. 27 coureurs. Vous voyez, ça s'observe. Temporisation. Je ne vois aucune raison évidemment d'aller m'épuiser. Kreuzweig qui attaque. Aïe aïe aïe. Ça c'est dangereux pour nous, surtout qu'on s'était un petit peu vu rétrograder. 4 km de l'arrivée. Mas et Ciccone qui prennent la roue de Kreuzweig. En tout cas, ils essaient de le reprendre. On n'a plus de soutien pour Thibaut, qui va devoir y aller en curseur, solo. Et ça va s'expliquer entre favoris, regardez. Mas, Ciccone, Arensman, Bourman, Almeida. Bon, Delacruz, Honoré, tous un cran en dessous. Il n'y a pas photo. Allez Thibaut. Allez mon Thibaut, il faut remonter là. Vous voyez, difficulté par moment. Marc Soler aussi qui a lâché maintenant avec Bourman. Difficulté d'accrocher les tout meilleurs sur ces séquences-là. On n'est pas assez soutenu d'une part, et on n'est juste pas assez fort. C'est tout. Mas est au-dessus. Ciccone, peut-être deuxième. Mas va s'imposer. Et non, regardez. Phénoménal. Victoire finalement de Giulio Ciccone, qui en prend une deuxième. Mas qui marque des secondes importantes. Hop là. Vis-à-vis notamment d'Almeida et Arensman. Et nous, mine de rien, tout en étant impuissants face aux très bons, on arrive à 2 minutes 30 passées du vainqueur. Mais mine de rien, on est quand même 6ème. Donc c'est là que je me dis, bon, en fait, sur ce Giro, il y a peut-être moyen d'être dans les 6. Tiens, Kreuzweig qui n'est toujours pas passé. Où est-il? Qui a payé son attaque, le néerlandais, voilà. Il est avec Kuss, ok. Ils ont attendu tous les deux. Et du coup, là, ils se prennent un éclat. Peut-être est-ce une bonne nouvelle pour nous, dans l'hypothèse d'accrocher un top 5. Parce qu'à ce stade-là, cette étape-là, moi, elle m'a un peu déçu. En m'apercevant qu'on était
aussi loin de pouvoir rivaliser avec des mecs qui ont des notes pas si éloignées que ça de Thibaut Pinot hein, sur ce terrain-là, et qu'on est déjà à 3,35 de Henrik Mas, quoi. Hein. Donc voilà, j'ai pris un peu un uppercut dans les dents sur celle-là, et 4 hommes sont en balance pour la victoire, très clairement, et nous, par contre, on est en fait dans l'espoir d'une 5e place, ce qui serait déjà pas vilain. Ce serait aussi un petit clin d'œil à la réalité. Bon. Donc, étape 7 qui a vraiment été un peu terrible pour nous, hein, très très mauvais jour, où on prend super cher. Du coup, dans la foulée, je change un petit peu mon fusil d'épaule. Je me dis, ok, donc pour Thibaut, c'est mort. Est-ce qu'on pourrait pas, sur l'étape 8, qui peut être une étape favorable aux échappés, est-ce qu'on pourrait pas partir, une fois n'est pas coutume, on envoie Paché Mollard à l'avant, et déjà comme ça, on a 2 mecs devant, au cas où le peloton roulerait très très fort, ça pourrait peut-être servir de point d'appui pour Thibaut Pinot, on sait jamais. Et puis sinon, il y a aussi peut-être des points à aller chercher. Alors je pense pas tellement au point de Philipsen, parce que là-dessus on n'arrivera pas à lutter. Non, je pense peut-être plutôt aux deuxième catégorie que vous apercevez là vers la fin de cette étape 8. Donc la deuxième catégorie à chaque fois distribue 18 points pour le classement de la montagne, alors que les quatrièmes catégories non, évidemment ne distribuent pas grand chose. Je crois que c'est 3, 2, 1, enfin c'est vraiment ridicule. En tout cas c'est de cet ordre là, des fois je me mélange. Hop, on prend un tunnel, l'échappée est contrôlée par le peloton, hein, on n'a pas du tout la marge qu'on aurait presque pu espérer sur une étape où on envoie 2 mecs qui ont plus de 13 minutes de retard au général, et où autour de nous c'est plus ou moins la même chose, hein. Il y a personne qui condamne réellement cette échappée-là, mais non, c'est contrôlé par les meilleurs, et notamment là, les équipiers de masse. Hein. C'est Movistar qui roule sur cette séquence-là. Movistar qui sait contrôler jusqu'au moment où Movistar laisse la responsabilité de la poursuite à d'autres, et où de toute façon c'est équivalent pour nous. Alors moi je décide à ce moment-là de... Ouais, c'est équivalent parce que de toute façon on n'arrive pas à creuser, et voire même on est en train d'être repris. Donc à ce moment-là je me dis, bon, Quentin Paché va faire le boulot, surtout on se grille pas sur un sprint GPM. Quentin Paché va faire le boulot pour Rudy Mollard. Allez, ça va tourner à droite, voilà, très pentu ici. On est au-dessus des 15% par moment. Il y a toujours un peu de vent. Paché va se sacrifier. Il va essayer de mettre Mollard sur orbite pour aller peut-être chercher des points, et qui sait, sur un moment de temporisation du peloton entre les 2 dernières difficultés du jour, peut-être en profiter pour aller gagner. Voilà, tout simplement. Donc, Paché a bien bossé. Regardez, il n'y a plus que Cataneo suite au travail de Quentin Paché. Il n'y a plus que Cataneo dans la roue de Mollard. Cataneo, par contre, solide. Hein. Il s'accroche. Donc, ok, on va jouer différemment. On va être obligé de collaborer. Et on ne peut pas se débarrasser de l'italien de la Soudal Quick-Step. Alors qu'on voit que derrière, ça attaque. Attila Walter. Mince. Pas bon pour nous, toutes ces attaques derrière, là. Thibaut à 3,14, le peloton des favoris, d'accord. Et à ce moment-là, bon, quand même, mince. Allez, on n'est pas venu pour rien. On est venu prendre ces 18 points avec Mollard, donc on a quand même réussi à les obtenir. On sait jamais, ça peut compter, même si l'essentiel des points aussi pour la montagne, c'est en 3e semaine. Hein. J'ai vu des étapes dans lesquelles vous pouviez dépasser les 150 points si vous passez en premier sur tous les GPM du jour. Alors, c'est difficile, mais c'est pour dire quel volume de points il y a sur la 3e semaine. C'est pour ça que ce maillot Azzurro, ça sert à rien non plus de s'épuiser. Allez, malheureusement, Mollard, Cataneo, Michael Woods, qui avaient rejoint, sont repris. Et ça va se jouer entre favoris. Tout bêtement. Alors on va y aller.
un bon petit pourcentage sur lequel Thibaut Pinot n'est pas ridicule. Et, et puis on va essayer de faire le taf. On a Rudy Mollard qui a protégé pendant un petit moment. Et là, écoutez, si on tente rien, là, on tentera jamais rien. Donc départ de Thibaut Pinot ici, sur difficulté finale. Il commence un peu à creuser, il y a une dizaine de secondes, il creuse pas vraiment, il y a Elie Gébert là qui revient avec Victor Lafay. Mince alors, si on se roule dessus entre Français, oh là là, Giulio Ciccone. Mince, 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 mince. Il a suivi. Et Davide Formolo. Et allez Thibaut, qui en remet une. Thibaut Pinot qui réattaque. Il faut creuser, 17 secondes, 20 secondes, c'est peut-être le bon spot, alors que Henrik Mas se réveille, il s'aperçoit qu'il se passe quelque chose. Ça communique. Et la descente. Est-ce que Mas est meilleur que Thibaut en descente? Pas franchement. Donc il y a peut-être quelque chose à faire. Essayer de garder une dizaine de secondes pour aller chercher cette victoire d'étape qui nous soulagerait déjà vis-à-vis du sponsor, puisque le sponsor, je rappelle, n'attend que une victoire d'étape sur ce Giro. Donc on est vraiment assez chanceux quelque part, parce que faible attente de la part du sponsor. Allez, 99 curseurs. On va essayer de finir sur la barre jaune. Et oui, victoire pour Thibaut Pinot sur l'étape 8 de ce Giro. Ouf. Alors accessoirement, il reprend un peu du temps à certains, mais ce que je retiendrai surtout, c'est pas tellement le temps, c'est surtout cette victoire d'étape. Eh bien, finalement, c'est pas du tout Mollard et Paché qui sont allés nous la chercher, celle-là. C'est notre Thibaut national, avec quand même Henrik Mas qui a failli le reprendre à la fin. C'était tendu. Voilà, donc soulagement. Pour moi, il n'y a plus vraiment de pression à ce moment-là. Parce que mine de rien, quand on voit qu'on est battu sur les arrivées au sommet, il ne reste pas des milliards de possibilités d'aller gagner des étapes. L'échapper avec un équipier de talent, on va dire. Ou bien, Arensman perd gros sur celle-là, il perd une trentaine de secondes. L'échapper pour un équipier, ou bien le leader qui profite, comme ça a été le cas ici, d'une belle opportunité. Voilà. Donc, on enchaîne avec... Aïe aïe aïe, on venait de se rapprocher au général. Bon là, j'ai envie de dire, Stefan Kung, fraîcheur, très mauvais. Vous voyez, j'ai pas roulé comme un porc là depuis le début. Je me retrouve quasiment avec tout le monde épuisé au bout de 8 jours de course, au matin de la 9e étape. Et là, du coup, ça me fait flipper parce que je me dis, tu peux pas continuer avec Kung. Donc, déjà, l'idée là d'abandonner après l'étape 9 commence à germer dans mon esprit, de faire quitter la course à Stefan Kung. Voilà, bon, on va voir. Toutefois, ce contre-la-montre là qui fait presque 35 km environ est un vrai casse-tête. Au début, je me suis cassé les dents dessus avec Linhart qui m'a servi de test. Heureusement, après, on avait Germany, Watson, Vandenberg. On avait du monde pour tester avant le passage de Stefan Kung. Parce qu'on a vraiment une ambition pour Stefan Kung sur ce type de contre-la-montre-là. Et je me suis dit que finalement, voilà, il fallait démarrer sur un effort de base autour de 76 pour pouvoir consommer la barre jaune dans le bon tempo par rapport tout simplement au trajet restant à parcourir pour arriver devant. Voilà. Germany a un peu amélioré ce qui était un fiasco de ma part pour Linhart. Watson, ouais, c'est pas mauvais. Watson, c'est pas mauvais du tout. Vandenberg, ce sera peut-être un peu moins bon que Watson. C'est un moins bon spécialiste que Watson, qui est pas mauvais. Et c'est parti pour Stefan Kung. Allez, il faut, sur une forme du jour +1, allez mince, avec de telles notes de contre-la-montre, et notamment aussi en résistance et en plaine,
Il y a quelque chose à faire, faut pas rigoler. Donc là, je suis assez motivé, hein. Très 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 motivé pour faire plaisir à Kung, hein, que quelque chose se produise. Meilleur temps intermédiaire au premier. Ok, c'est bien ça. Premier intermédiaire, Kung en tête. Alors vous allez me dire, oui, mais Ghana n'est pas encore passé. Oui, d'accord, ok. Laissez-moi me réjouir 2 secondes, après on pleurera plus tard. Donc Kung qui a Rodriguez, pas Rodriguez, hein, c'est l'autre. Rodriguez en ligne de mire au moment d'inscrire le meilleur temps au deuxième intermédiaire. Donc là on est pas mal. On est pas mal. Il nous reste même de la marge, parce qu'il faut essayer de tout consommer. Allez, troisième intermédiaire. Allez, premier aussi. Premier avec 30 secondes sur le deuxième qui est Søren Kragh Andersen. Hein. Donc, ah zut, regardez ce qui vient d'apparaître en bas. Deuxième au premier intermédiaire. On a compris qu'il y a quelqu'un qui est arrivé. Allez, on en termine. Premier temps en tout cas sur la ligne pour Kung. Donc on va tout de suite regarder le concurrent. Ghana. Ghana avait déjà 30 secondes d'avance au deuxième intermédiaire. Quelle va être son avance au troisième intermédiaire? Parce qu'on se doute qu'il y en aura une. L'avance est de 41 secondes. Mince. Donc là, sauf fléchissement de Filippo Ganna sur la fin. Ce qui pouvait arriver dans d'autres versions de PCM, ou peut-être vous est arrivé sur celui-là, sur je ne sais quelle course, ce serait très intéressant à savoir, mais qui n'arrivera pas ici. Il y aura bien 46 secondes à l'arrivée pour Filippo Ganna sur Kung. Bon bah Kung n'a pas gagné, mince. Dommage, il partira donc de ce Giro sans avoir gagné d'étape. Allez, sinon après, du côté du général. Alors, du côté du général, Pinot part devant Arensman, lui-même suivi par Ciccone, et avec un Jean Almeida qui doit faire fort aujourd'hui. Hein. S'il y en a deux qui doivent bénéficier de ce contrôle à montre-là, c'est bien Arensman et Almeida. Pour les autres, au final, on va essayer de sauver tout ce qu'on peut. Donc Thibaut, voilà, n'est pas mauvais. Hein. Simplement, on sait très bien qu'on ne gagnera pas. Et on aura peut-être même tendance plutôt à perdre du temps sur Arensman et Almeida. Mais par contre, sur Ciccone, Mas, on n'a pas de complexe à faire. Hein. Donc, que se passe-t-il? Écoutez, Pinot, déjà 2,25 sur Ghana au deuxième intermédiaire. C'est une souffrance sans nom. D'autant plus que Arensman semble avoir déjà repris environ 1 minute 20 à Thibaut Pinot. Hein, donc, on espère ne pas se faire dépasser. Ce serait quand même un peu humiliant de subir ça. Il est aussi virtuellement une vingtaine de secondes derrière Ciccone. Almeida, oulala, enfin, très bon temps Almeida. Et Mas, en revanche, alors, le deuxième intermédiaire va être intéressant pour Mas. Parce que c'est là qu'on va voir s'il est en train plutôt de vraiment éclater par rapport à Almeida ou... Ouais, il est quand même en train de se manger la minute hein, sur Almeida. Et par contre, il fait mieux que Pinot et il fait un peu mieux que Ciccone. Donc, est-ce qu'on va subir l'humiliation de se faire doubler par un Arensman? Écoutez, je vais tout faire pour ne pas que ça arrive. On a géré notre barre, normalement il nous en reste. Ciccone, ouais, dans les temps de Thibaut sur le troisième intermédiaire, intéressant. Ensuite, Almeida, 1,21. Et Mas, allez, le temps de Mas va être aussi assez instructif. On l'aura pas, ouf, on s'est fait doubler sur la ligne. Presque pas. On a pris cher, hein. On a pris cher. Ce que je peux vous dire, c'est que Ciccone va faire un temps qui ne sera pas très éloigné de celui de Thibaut Pinot. Pinot, 3,48. Ciccone, ouais, 3,11. Almeida, 1,32 de Ghana. Ça veut dire qu'il a gagné plus de 2 minutes sur Thibaut Pinot et 1,30 sur Ciccone. Que va faire Enric Mas? C'est tout le suspense. Mas qui avait pris cher déjà au troisième intermédiaire. Ouah, 2,58. Ok, donc clairement,
on va avoir un petit bouleversement de la hiérarchie là, de notre classement général, donc avec cette très très belle victoire de Filippo Ganna, c'est sa deuxième. Almeida, Arensman, comme prévu, sont les grands bénéficiaires de cette étape-là. Ciccone, Mas, Thibaut sont les grands perdants. C'est facile à évaluer, malheureusement. Et ouais, donc déjà après 9 étapes, en plus Kung pas au mieux, là ça me fait flipper ça, j'ai pas envie qu'il commence à se foutre en l'air sa préparation en vue du Tour de France. Un petit break avec la phase 2 des dossiers. Donc j'ai bien lu vos coms, vous avez bien raison en plus, je suis trop d'accord. Cosnefroy, allez, on va se retirer, juste parce que David Gaudu, il faut pas lui marcher sur les plates-bandes, et le jeune Grégoire doit avoir sa place pour step up, hein, comme dirait l'autre. Donc, en revanche, vous m'avez suggéré, certains m'ont suggéré Rémi Rochas. J'ai ajouté Rémi Rochas. En plus, Rémi Rochas a signé chez Groupama FDJ. Alors, je ne vais pas suivre tout ce qu'ils ont fait là. Je pense pas que je vais aller chercher Bistrom dans cette partie-là. Mais bon. Puis là, je réfléchis à Carlos Rodriguez. Je me dis, est-ce qu'on prendrait pas Rodriguez à la place de Sivakov? Parce que Rodriguez, il peut gagner un grand tour. Un Giro, il peut le gagner. Sivakov, dans cette partie-là, avec ces notes-là, il y a 25 ans, ça va pas beaucoup bouger. Il gagnera jamais le Giro. Hein. Donc, Giro au Volta. Hein. Jorgensen, c'est tellement excitant. On a vu qu'il allait chez Jumbo Visma, lui, IRL. Tellement excitant, Jorgensen. Donc voilà, je suis encore en questionnement. La piste Milan se refroidit. Cosnefroy, c'est mode iceberg entre lui et nous désormais. Sivakov, comme toujours le favori pour prendre une espèce de relais, on va dire, dans le comportement en course vis-à-vis de Thibaut Pinot. Et là, donc, c'est ce que je vous disais, c'est un peu ce que j'avais programmé. Il nous reste 46 jours de préparation, on a accumulé 26 points en vue de la constitution du prochain pic sur le Tour de France. Il est donc temps de sortir Stefan Kung de ce Giro. Bon, en fait, on est resté là parce qu'on voulait pouvoir éventuellement gagner l'étape 1 ou l'étape 9. Et au final, malheureusement, voilà. Ni l'une ni l'autre. Kung aura fait donc 4e sur l'étape 1 et 2e sur l'étape 9. C'est pas honteux, hein, mais il y a Filippo Ganna en face. Hein, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Bref, le Giro continue, étape 10, avec ici un début d'étape terrible. Il n'y a pas un centimètre de plat presque. Et par contre, la deuxième moitié d'étape, c'est vraiment pépère. Donc, est-ce que certaines cassures interviendront? Est-ce qu'une énorme fatigue pour certains viendra s'en mêler? Est-ce que l'échappée aura pour une fois sa chance? Ou est-ce qu'on sera encore une fois sur une arrivée au sprint pour la victoire? Donc c'est tout l'enjeu de cette étape 10. Heureusement que ça n'a pas bombardé là sur le début d'étape. Hein. Sinon, on perdait la moitié ou les 2/3 des coureurs. Hein. Là, en fait, ça a roulé relativement pépère, tout en contrôlant un peu au-delà des 4 minutes l'avance de l'échappée. Et moi, du coup, je me suis économisé. Surtout que maintenant, on a un homme en moins, et pas n'importe lequel. Donc, on va finir à 7, et c'est pas le moment de se fusiller. Tiens, Zimmerman était dans l'échappée, avec Dylan Teuns, entre autres. Groenewegen, Sam Bennett, hop, qui devance Milan Philipsen pour essayer d'aller chercher un tout petit accessite sur le sprint intermédiaire. Et le final approche. On va juste se caler dans une roue, hein, on va pas aller chercher plus loin. Hein. J'attends toujours les 17,9 km restants et je me mets dans la roue. Voilà, ici c'est Almeida. Hein, tiens, on se bouge pas du pied, hein, on va pas chercher n'importe qui. Roue d'Almeida, comme ça l'histoire est terminée, on fait lâcher tout le monde, comme ça il s'économise
et on laisse les sprinters jouer au funambule. Ah, pauvre Arnaud Delis. Il perd ici sur Philipsen. Jolie 4e place de Cave. Bennett qui accroche le podium. Donc Delis, une nouvelle fois malheureux. Il y en a d'autres qui sont absolument pas là, ils n'étaient pas placés pour pouvoir sprinter. Et ça a effectivement cassé à un moment donné, rupture de contact, puisqu'on a terminé avec un groupe de 100 coureurs. La fatigue accumulée au cours de l'étape en a éliminé un certain nombre. Donc Philipsen qui en claque encore une. Terrible. Il s'arrête jamais. Il s'arrête jamais. Et Almeida qui conserve sans problème le général 10 secondes sur Mas au moment d'aborder une étape 11 qui s'avère un peu du même genre pour ce qui est de l'issue, n'est-ce pas? Est-ce qu'on va dans l'échappée d'une étape comme ça? Est-ce qu'on estime qu'on a zéro chance vu le plateau de sprinters et donc la volonté des équipes de pouvoir terminer au sprint? Je dis waouh parce que Delis, je crois, a coiffé au poteau Philipsen sur ce sprint intermédiaire, mais il y a 120 points d'avance déjà. Il y a 120 points pour Philipsen. On a presque envie de dire à certains, les gars, arrêtez de sprinter en fait. Arrêtez de sprinter, vous perdez à chaque fois à l'arrivée, donc peut-être essayer de se concentrer sur plus de points plutôt que à chaque fois aller gratter 2 points à Philipsen en se faisant la guerre. Bref, petite étape, elle n'est pas passionnante pour moi. On est là, on se protège, on ravitaille, on essaie de pas se fatiguer. Et puis c'est tout, Puis on essaie juste de rallier l'arrivée sans encombre. Il n'y a pas eu trop de chutes, je trouve que le réglage de chute, que je n'ai pas modifié d'ailleurs cette année, c'est à noter. L'année dernière, vous savez, à un moment donné, on avait discuté, j'étais retombé à x0,8 pour ce qui était des chutes. Et là, j'ai pas eu besoin de toucher. Je suis resté à x1 prévu par le jeu. Et je trouve pas qu'il y ait trop de chutes. Je suis pas épouvanté par ce que je vois, quoi. Après, qu'il y ait une chute de temps en temps qui nous concerne, même, c'est logique. C'est du vélo. Donc voilà. Honowagen, on imagine Tyson, juste à côté là, qui est emmené pour le sprint. Allez, qui va se le prendre celui-là? Sam Bennett est pas mal parti. Ouh, la belle victoire de Jonathan Milan. Waouh. Ça c'est pour me dire Philipsen complètement au frais sur celui-là, pas prêt. Jonathan Milan, là c'est un petit message, c'est pour dire comment ça t'envisages de pas prendre de sprinter, que tu veux pas me recruter? Tiens, voilà ce que je pourrais t'apporter, moi. Des victoires sur un grand tour. Alors c'est pas mal, elle est bien celle-là en sortie de virage. En fait, il a dû manquer 1 kilomètre dans le jeu, bien sûr, pour que Philipsen coiffe tout le monde. Il est parti trop tard, je pense. Parce qu'après, on voyait qu'avec sa vitesse, il était en mesure de dépasser tout le monde assez facilement, malgré son retard. Bref, étape 11 terminée, étape 12 à suivre. Alors, l'étape 12, c'est une étape que j'ai jouée avec, à l'époque, Trek Segafredo, dans mes vidéos là, de découverte du jeu. Je crois que c'est dans l'épisode 3 de test, où j'avais joué cette étape 12 parce que le sponsor nous demandait une victoire d'étape. Et je crois que c'est Galopin qui a réussi à prendre ça au final. Donc, est-ce qu'on peut estimer ici que l'échappée a une chance d'aller au bout, puisque c'était le cas cette fois-là, ou est-ce qu'on considère que c'est mort? Parce qu'il n'y en a pas qui sont allés au bout, vous avez remarqué comme moi, pas d'échappée qui est arrivé à gagner l'étape depuis le début de ce Giro. Là, c'est quand même c'est à noter, parce que on a vu qu'il y avait eu une évolution du jeu. Allez, Mollard, vas-y mon grand. Voilà. On a vu qu'il y avait une évolution du jeu à ce niveau-là, c'est-à-dire que l'échappée avait quand même un peu plus régulièrement sa chance.
hein, notamment sur les courses de préparation. C'était quelque chose de remarquable. Et en l'occurrence, là, aucune qui va au bout. Peut-être en troisième semaine. On verra. On verra. En tout cas, moi, je tente la chance ici. Rudy Mollard. Alors, il y a quelques points à prendre, mais il y a surtout à tenter sa chance au cas où le peloton lâcherait. Donc, vous voyez, 3,43, il lâche pas. Hein. Il lâche pas, parce que sinon, on aurait déjà un poil explosé. On va voir. En tout cas, j'ai pu envoyer que Rudy Mollard. Un peu solo, le Rudy. Et là, on sprint. Oh là là, c'est toujours terrible, ces sprints. Ça me fait mal de perdre autant d'énergie pour pas grand-chose. Il y a Byström présent, Loïc Vliegen, Leknesund, Hamilton, Tonelli, Benjamin Thomas. Ok, c'est pas une mauvaise échappée. Hein. Derrière, Arnaud Delis, qui fait les points. Tout seul à les faire, d'ailleurs, regardez. Hop. Philipsen, il se dit, ah, c'est bon, pas besoin d'y aller. Voilà, nous devant, on a roulé, on a plutôt perdu du temps entre le premier sprint intermédiaire et le deuxième. Arnaud Delis qui continue à faire les points. On peut dire que le gars lâche rien. Bravo. Et puis c'est parti, là maintenant, pour l'explication de fin d'étape. Allez. Rudy Mollard, avec Loïc Vliegen, on voit... Et on va s'occuper du boulot nous-mêmes. Hein. On va essayer de faire lâcher un peu les uns et les autres. Il y a moyen. Hein. Un bon Rudy Mollard, ça peut faire des dégâts. Déjà, on a perdu 2 éléments. On en perd bientôt un troisième, non? D'accord? Que Benjamin Thomas n'est pas loin de lâcher ici. Ouais, enfin, il y a un problème aussi, c'est que Mollard lui-même, il est pas loin de lâcher. Puis il y a aussi un autre problème, c'est que le peloton, en fait, il n'a pas du tout décidé de laisser cette étape-là. Donc bon, on se relève, un peu contraint et forcé, de toute façon. Vliegen et Leknesund étaient bien plus forts que Mollard, et Hamilton, pardon. Vliegen était le plus fort et Mollard n'était pas suffisant. Ici, il va prendre des points de troisième sur le col de 2. Ah, mais même pas. Tiens, Marc Padoun qui est sorti. Guerrero. Ouais, d'accord. Mollard, il a rien pris. Il a juste été pris par le peloton. Et puis voilà, finale à une cinquantaine de coureurs. J'ai aucun argument pour peser. Aucun. Puis il n'y a plus de difficulté. De toute façon, le bas de la descente était distant de 20 km par rapport à l'arrivée. Donc... qu'est-ce que tu vas faire un effort solitaire, une tentative bidon avec Thibaut Pinot, ça aurait été vraiment très très bête. Donc il y avait juste à attendre à partir du moment où l'échappée avorte. Allez Rudy, tu tentes quelque chose, on sait jamais, sortir comme ça sur le final, reprendre, c'est Loïc Vliegen là-bas qui résiste. Hein. Il est énorme. Hein. Il est énorme. Fuglsang a tenté sa chance, Kruijswijk, Paché dans une bonne roue. Mollard pas loin de le faire. Allez Rudy, tiens bon mon grand. Et non. Allez, hop, qui est-ce qui va s'imposer? C'est Søren Kragh Andersen. Et encore Alpecin de Koenig. Énorme. Donc en fait, Philipsen, il en prend 3 ou il en prend 4? J'ai déjà oublié. Quinten Hermans en prend une jolie et Kragh Andersen en prend une jolie également. Donc, waouh, ils sont sans pitié, Alpecin de Koenig là-dessus. Vraiment très très beau au nez à la barbe de Michael Matthews. C'est qui fait 2? Tiens, j'ai oublié. Ah, c'est Kruijswijk. Ah ouais. Il est en forme le bonhomme. En forme. Ok. Et donc, on va assister à un léger retour de Kruijswijk à quelques secondes près, qui vient en 8e position au général. Thibaut Pinot, 5e, mais bien distancé. Et une lutte à 3, on va dire, parce que Ciccone semble aussi être un peu pris. Hein. Pour les 9 dernières étapes, on va assister à une grosse lutte entre Almeida, Mas, Arensman et peut-être un peu Ciccone. Et puis nous, par contre,
Il faut qu'on s'accroche à cette 5e place. Alors, dans quel contexte? Déjà, il y aura une étape 13 qui sera courte, mais très difficile. Il y aura une étape 16 qui peut s'avérer... Ah, elle est sympa, c'est un petit clin d'œil à Tour de Lombardie 2016. Elle est belle, la 16. Difficile, mais elle est belle. Et puis après, voilà, il y aura le juge de paix, hein, que sera l'enchaînement. Étape 18, avec arrivée très difficile. Étape 19, avec les Trecime di Laverado. Et le contre-la-montre de l'étape 20. Voilà. Donc, si derrière tout ça, on fait top 5, je serais ravi. Et on verra bien. Allez, à plus. Bye bye.